Présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Donc Claude Guéant, bonjour, rebonjour plutôt. Avant de parler de toutes ces affaires politiques, de la bataille législative, pardonnez-moi de revenir avec Mickaël sur des affaires un peu personnelles. Moi je me souviens qu'en 95 vous étiez DGPN, il y avait les attentats à Paris. Au fond, pourquoi vous avez basculé vers la politique ? Parce qu'on vous a tellement interviewé avec ce qui se passait pendant 5 ans qu'on a un peu oublié les sources de tout ça. Mais vous savez, depuis 2002, je suis un collaborateur très proche de Nicolas Sarkozy, donc c'est pas la peine de se cacher la réalité. Je suis plongé dans la vie politique depuis 2002, encore plus depuis 2007, bien sûr, et je considère... Mais vous avez basculé pourquoi ? Pourquoi vous avez fait ce choix ? Mais je vais vous le dire très simplement, je considère que notre pays est un peu à la croisée des chemins, le monde bouge à une vitesse extraordinaire autour de nous, il faut que la France garde son rang, que les Français gardent des perspectives de développement pour leur pays et garde aussi la perspective du maintien de ce qui fait beaucoup de notre lien social, c'est-à-dire en particulier tous nos systèmes sociaux qui expriment une signification de la société que nous voulons, et je crois qu'il faut se battre, compte tenu de l'expérience que j'ai pu acquérir auprès de Nicolas Sarkozy dans différents postes, je crois pouvoir jouer un rôle dans notre pays pour faire en sorte que les bonnes solutions soient prises pour le redressement de la France qui doit se poursuivre. Et avant qu'on aborde avec Mickaël évidemment tous les dossiers qu'on a évoqués tout à l'heure dans le journal et puis récemment avec Guillaume Tabar, il y a une deuxième question, c'est est-ce que vous avez des nouvelles de Nicolas Sarkozy ? Mais écoutez, j'en ai eu... N'ayez pas peur. Non, mais je n'ai pas peur. Je l'ai eu au téléphone dimanche en fin de matinée et j'ai eu le sentiment qu'il allait très bien. Il paraît que dès qu'on lui parle de politique, il élude la question. C'est pas tout à fait le cas, mais c'est vrai qu'il se prépare à une autre vie. Cela étant, il a toujours dit qu'il continuerait à avoir une place dans le mouvement politique, dans le débat politique, qui ne serait plus la même, bien entendu. Mais il allait très bien. Mais est-ce que vous avez le sentiment, puisque vous-même, vous venez de nous dire, c'est pour ça que je vous posais un peu la question malicieusement, que vous travaillez avec lui, vous avez travaillé avec lui depuis maintenant longtemps, que cette idée qu'il va prendre du recul est une idée momentanée, et qu'à un moment ou à un autre, peut-être animé par une vision romanesque de la politique, il aura envie de prendre sa revanche ? Peut-être aussi que beaucoup de Français se tourneront vers lui. C'est ce qui veut dire que vous ne l'excluez pas du tout. Moi, je ne l'exclus pas. À titre personnel, je souhaiterais qu'il revienne en politique. Ceci dit, le choix qui lui incombe, c'est un choix qui lui appartient à lui. C'est quand même un choix de vie. Alors, on va passer les propos de François Fillon et Mickaël va vous interroger évidemment sur cet aspect politique de la matinée, puis on reviendra sur l'affaire Montebourg, puisqu'effectivement, maintenant, il y a, semble-t-il, une guerre déclarée entre François Fillon et Jean-François Copé. Et donc, c'était François Fillon, il y a quelques instants, chez nos confrères de RTL, que nous écoutons ensemble. Il y a un vide créé par le départ de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP, il fait parfaitement son travail. Mais il ne remplit pas ce vide. Mais il ne peut pas prétendre être le leader de cette formation politique sans qu'il y ait eu un débat démocratique, sans que les militants soient prononcés. Il n'y a rien d'agressif dans tout ça. Ça n'a rien à voir avec la guerre, ça a à voir avec une chose qui s'appelle la démocratie. Voilà, alors Mickaël, question. Claude Guéant, quand on entend les propos de François Fillon, est-ce qu'on se dit que la guerre entre Jean-François Copé et François Fillon est partie peut-être un petit peu trop vite avant ces élections législatives ? Bon, il ne faut pas prêter aux propos qui sont tenus par les uns et les autres à propos de l'avenir de la direction de l'UMP un sens qu'il ne comporte pas. Actuellement, nous sommes engagés dans la bataille des législatives. Nous voulons gagner les législatives. Ensuite, nous aurons, selon les statuts de l'UMP, à renouveler l'équipe dirigeante. Il y aura compétition, c'est vraiment pas un mystère. Ça fait des mois que le commentaire tous les matins se fait sur le thème qu'il y aura plusieurs candidats à la présidence de l'UMP. Et ce sera dans le cadre d'un processus démocratique, évidemment. Mais il paraît qu'il y avait un pacte de non-agression entre Jean-François Copé et François Fillon. Mais est-ce que le pacte est un coup de canif dans le pacte. Mais ce n'est pas une agression qui a été livrée. Simplement, François Fillon a confirmé qu'il serait candidat. Lui aussi, eh bien écoutez, le moment venu, les militants choisiront. Vous soutenez François Fillon ? Moi, je soutiens l'unité. Et de toute façon, le temps viendra de renouveler l'équipe dirigeante. Je crois qu'un travail idéologique sera nécessaire et il faudra que les différents candidats disent aux militants de l'UMP ce qu'ils entendent faire de ce parti s'ils sont portés à sa tête.
Voilà, c'est très simple. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, c'est la bataille des législatives qui est engagée. Nous voulons gagner les législatives. Mais justement, ce travail idéologique, il vous a été, pas simplement à vous, mais beaucoup reproché au cours de cette campagne par, disons, ceux qui ont une vision un peu traditionnelle de l'UMP, sa droitisation, et même tout au début du quinquennat, le ministère de l'immigration et de l'intégration et de l'identité nationale. Donc, est-ce que c'est cette bataille idéologique que vous souhaitez mettre sur la table clairement pour l'avenir de l'UMP? Dans une bataille idéologique, il n'y a pas que cet élément, bien évidemment. Mais il faudra tout mettre sur la table. Jean-François Copé, soutenu par tous les responsables de l'UMP, a déclaré qu'il encourageait la création de mouvements au sein de l'UMP afin que la famille soit davantage unie, pour que chacun se trouve à l'aise dans le parti. Il y aura donc un débat sur les idées. Je suis absolument certain que, au travers de ces mouvements, il y a en fait un tronc commun d'idéologie qui recouvre 90 ou 95% de ce que l'on peut mettre en avant lorsque l'on ambitionne un projet pour son pays. Bon, à l'exception de la question de l'immigration. Alors, quant à ces affaires-là, d'immigration ou d'identité nationale, ce sont des sujets qu'il faut aussi prendre en compte. Enfin, n'oublions pas que lors de l'élection présidentielle... Je vous sens plus Copé que Fillon ce matin. Moi, je ne choisis pas. J'essaie de décrypter. Écoutez, François Fillon a été le Premier ministre auprès duquel j'étais, enfin, en matière d'immigration. Je parlais idéologie. Il a toujours été sur les lignes que j'ai défendues, et il a toujours défendu les thèses que j'ai pu avancer. Donc, voilà. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il serait grave de négliger le message qui a été envoyé par les Français. Après tout, si 18% des Français se sont portés sur Madame Le Pen, ça a un sens. Et moi, je préfère que les citoyens qui se portent sur Madame Le Pen et qui expriment ainsi une préoccupation reçoivent des réponses de la part des partis républicains, des partis gouvernement, plutôt que d'un parti qui est le Front National. Mais vous savez qu'elle veut vous détruire, je ne parle pas de vous évidemment. Ah mais si, je suis sur la liste noire du Front National. Ouais. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Mais... oui, mais donc je repose la question. Elle veut vous détruire. Donc c'est de dire simplement, je m'adresse aux électeurs pour qu'ils tiennent compte d'un certain nombre d'éléments idéologiques, puisqu'on parle de ça avec Mickaël depuis le début. C'est une chose. Mais elle, dans les triangulaires à venir, l'objectif, c'est quand même de cibler. Elle l'a dit d'ailleurs. Oui, c'est sûr qu'il y a de sa part une entreprise de fragilisation de la droite, voire d'éclatement de la droite, ça c'est certain. Claude Guéant, je sais qu'on vous a beaucoup posé la question, mais je continue encore ce matin. En cas de duel entre un parti républicain et le Front National dans un deuxième tour aux élections législatives, vous voteriez pour le Parti socialiste comme... Je vote pour l'UMP. Je rappelle que pour être présent au deuxième tour, il faut avoir 12,5% des inscrits. Il y a guère de circonscriptions en France où l'UMP ne fasse pas 12,5% des inscrits. Donc, dans le cas de figure que vous dites, je vote UMP au premier tour, UMP au deuxième tour. C'est très simple. Martine Aubry, hier, a été très claire. En cas de duel, elle voterait pour le Parti républicain, donc on imagine pour l'UMP. Et moi, je vous ai fait une réponse. Je vote au premier tour pour l'UMP, au deuxième tour pour l'UMP. Au Conseil des ministres d'hier, semble-t-il, le décret qui était attendu sur Bernard Squarcini et Frédéric Pechnard n'a pas été passé, ou a été suspendu, ou a été attendu. Comment vous interprétez tout ça? Ce qui a été annoncé. Le Figaro même d'hier matin, disait cette fois-ci, ça y est, ils vont être mutés. Oui, la rumeur courait beaucoup, au point d'ailleurs que certains de vos confrères m'interrogeaient à la sortie de l'Assemblée nationale hier matin, pensant que ce serait inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Ça n'a pas été le cas. Bon, là-dessus, j'ai dit très clairement que le gouvernement avait bien sûr toute l'attitude pour changer les hauts fonctionnaires qui sont à sa disposition. Cela étant, ce que je n'admets pas, c'est que les motivations de ce changement d'affectation reposent sur des éléments qui sont préjudiciables à l'honneur de ces fonctionnaires. On ne peut pas soupçonner que Frédéric Pechnard et Bernard Squarcini, le directeur général de la police nationale et le directeur du renseignement intérieur, soient des gens incompétents ou des gens déloyaux. Ce sont des républicains qui ont rendu d'énormes services à leur pays, et autant il est... Mais la gauche dit trop à Sarkozy, trop au président de la République. Écoutez, il se trouve que ils ont été à des fonctions qui étaient sous l'autorité d'un pouvoir exécutif, à la tête duquel, au sommet duquel se trouvait le président de la République. C'est pas un défaut. Et c'est pas parce que Frédéric Pechnard jouait enfant avec le président de la République, Nicolas Sarkozy, que ça empêche qu'il ait été un formidable directeur général de la police nationale. Ce n'est donc pas le sujet de la du
mystérieux entretien au moment de la passation de pouvoir, parce qu'on dit beaucoup, on lit dans les Échos, vous le savez comme moi, que François Hollande aurait peut-être reproché justement à Nicolas Sarkozy d'avoir un peu trop enquêté sur sa compagne, etc., etc. Et que ça serait l'explication d'une certaine forme de tension lors de la passation de pouvoir. C'est vrai ou c'est faux tout ça? Écoutez, ça a été dit et je crois que la suite a démontré que ce n'était absolument pas le cas, puisqu'il y a eu une enquête. Mickaël, L'affaire, nous sommes avec Claude Guéant en direct. l'affaire à la une du Monde encore hier, l'affaire Bettencourt qui viserait cette fois nommément Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez qu'il sera touché par cette affaire? Écoutez, je ne connais rien de cette affaire. Je déplore une fois de plus que l'on instruise des procès par voie de presse. Moi, je fais confiance à la justice et malheureusement, nous avons vu souvent des mises en cause qui n'étaient fondées sur rien. Laissons la justice faire son travail. Visiblement, selon les procès-verbaux qui ont été diffusés par Le Monde hier, Nicolas Sarkozy aurait touché de l'argent. Écoutez, je ne crois pas que les procès-verbaux En 2007. disent quoi que ce soit. Les procès-verbaux ne disent absolument pas cela. Ce sont des déductions qui sont faites. Et je trouve que des déductions à partir d'informations qui sont différentes, c'est quelque chose qui est très grave dans un système démocratique. Malheureusement, nous avons vu souvent des procès de ce genre. Prenons l'affaire des ventes de sous-marins au Pakistan. Bon, c'est un dossier que je connais très bien, puisque lorsque j'étais secrétaire général à la présidence de la République, j'ai regardé le dossier du ministère des Finances pour savoir ce qu'il en était des interventions de Nicolas Sarkozy. Il a été mis en cause souvent à la tribune de l'Assemblée, en particulier par le Parti socialiste, et il n'est jamais intervenu dans ce dossier, il faut le savoir. La seule façon qu'il ait eu de s'exprimer, c'était pour donner un avis défavorable à la vente. Il n'empêche qu'il est tout le temps mis en cause. Je trouve que c'est profondément normal. Est-ce que vous dites aujourd'hui, par exemple, que Nicolas Sarkozy, parti de l'Élysée, devient une cible prioritaire des juges, par exemple? J'observe qu'un certain acharnement continue à s'opérer, et je le déplore. Est-ce que l'objectif, c'est justement de l'empêcher de revenir en politique, puisque vous avez dit que vous le souhaitiez? Écoutez, il faudrait s'adresser aux auteurs de ces manipulations pour savoir quelles sont leurs intentions profondes. Claude Guéant, justement, parce que là, on est très très proche justement de ce changement politique majeur qui a été le deuxième tour de la présidentielle, mais vous avez eu le temps d'y réfléchir, évidemment. Comment vous expliquez fondamentalement que Nicolas Sarkozy est perdu? Est-ce qu'il est parti trop tard? Est-ce que cette campagne idéologiquement n'était peut-être pas fondée? Est-ce que c'est le début du quinquennat? Parce qu'on a beaucoup écrit là aussi sur tous ces aspects-là qui vis-à-vis de l'opinion a été délicat. Quelle est votre version des choses finalement? D'abord, je voudrais rappeler que Nicolas Sarkozy a échoué à 600 000 voix près. Il a donc été très près du but. Si vous observez ce qui s'est passé en Europe toutes ces dernières années, tous ces derniers mois, mais tous les sortants ont été battus et dans de très larges proportions. Voyons même ce qui se passe en Allemagne. Toutes les élections régionales tournent au détriment de la chancelière, alors qu'elle apparaît chez nous si forte dans l'exercice de son pouvoir. Je crois que fondamentalement, il a été battu parce que dans la crise, les difficultés que ressentent les peuples, évidemment, sont imputées aux gouvernements qui sont en place. C'est ça la raison principale. Et est-ce que vous considérez que François Hollande fait des débuts, je parle sur le plan international, qui sont entre guillemets réussi, et que pensez-vous de l'affaire Montebourg ou de l'affaire Taubira dont on parlait hier et avec Guillaume Tabar et ce matin évidemment? Ce sont deux sujets très différents. Tout à fait différents, oui. Pardonnez-moi de demander d'être assez rapide, parce qu'on est au terme. En ce qui concerne François Hollande et ses débuts sur la scène internationale, j'ai observé que sur le plan formel, il est bien reçu. C'est quand même normal que le président de la République française soit bien reçu. Je dois dire qu'il y a quand même une très large distorsion entre les succès qu'il nous présente et la réalité. Enfin, il nous fait croire que parce qu'il a parlé de croissance et que tout le monde est d'accord pour la croissance, il a remporté un succès considérable. La croissance, tout le monde la veut, évidemment. Et les éléments de relance de croissance qui sont actuellement mis sur la table des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne par la Commission, ils ont été demandés par Nicolas Sarkozy et la chancelière voici des mois. Tout le monde veut la croissance. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce que François Hollande veut faire pour la croissance. Et Arnaud Montebourg doit-il démissionner? Arnaud Montebourg, écoutez, ce qui lui est reproché est assez véniel, finalement. Cela étant, quand même, apparaît là aussi un fossé entre les donneurs de leçons qui assuraient qu'il serait plus vertueux que tout le monde, et puis la réalité. Parce que François Hollande, s'était rappelé tout à l'heure, avait dit « personne autour de moi qui ait été condamné », et il se trouve quand même qu'on a le Premier ministre, le ministre de la Justice et le ministre du Développement productif qui sont condamnés. Enfin, c'est quand même intéressant. Il y a eu loin entre